bien, bonjour à tous, bonjour madame, bonjour monsieur Patino. Est-ce que vous nous entendez, monsieur Patino? Oui, tout à Et fait. est-ce que vous nous voyez? Bon, Je grand vous silence vois, mais blanc. est-ce que vous m'entendez? Attendez. Ah si, voilà. Est-ce que vous, est-ce que vous m'entendez ou pas? Ça y est, on vous entend et on vous voit, monsieur Patino. Tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Tout va bien. Bien, chers collègues, nous nous retrouvons pour les travaux de notre mission d'information intitulée Création, diffusion et acquisition des connaissances, comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Après avoir entendu ce matin messieurs Babinet et Raffan, ainsi que les représentants du Conseil de l'IA et du numérique, nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi deux nouveaux experts du sujet qui pourront plus spécifiquement nous éclairer sur les effets de l'IA, sur les capacités humaines, notamment d'un point de vue cognitif. Madame Laurence de Villers, vous êtes docteur en sciences appliquées, chercheuse au CNRS et enseignée à la Sorbonne. Vous vous intéressez de longue date aux interactions entre l'homme et les machines, auxquelles l'émergence de l'IA artificielle générative donne depuis quelques années maintenant une actualité nouvelle. Vous avez traité ce sujet dans de nombreuses publications, dont, je cite, Des robots et des hommes, et au début de l'année dernière, un ouvrage intitulé L'IA, ange ou démon, le nouveau monde invisible. Monsieur Patino, vous êtes journaliste et président d'Arte France. Vous êtes régulièrement intervenu sur les risques que font peser les nouvelles technologies et l'économie de l'attention sur la cognition. Ces sujets sont abordés dans plusieurs de vos ouvrages parus ces dernières années. Je pense à La civilisation du poisson rouge, petit traité du marché de l'attention en 2019, ou plus récemment, en 2023, à Submersion. Vos travaux portent également sur l'information et les médias, un champ qui sera lui aussi profondément affecté par l'IA et sur lequel nous serons heureux de vous entendre. Je vous remercie donc, et Madame Calvet se joint à moi, pour votre présence parmi nous aujourd'hui et vous donne la parole pour un propos liminaire de 10 minutes ensemble, c'est-à-dire 5 minutes pour vous, Madame, et 5 minutes pour Monsieur Patino, si vous pouvez essayer de vous tenir à cet horaire. Ensuite, évidemment, Madame la rapporteure vous posera les questions rituelles. Merci beaucoup. C'est bon, c'est ouvert. Bonjour à tous. Donc mon propos liminaire va être un peu de démystifier ce que c'est que l'IA, puisque j'ai l'impression encore que ce n'est pas complètement compris par la majorité des citoyens, et notamment ceux qui sont dans les humanités. Vous faites référence, dans les questions que vous avez posées, à des travaux faits par M. Éric Sadin, par exemple, qui n'est absolument pas expert en intelligence artificielle, ni connaissant d'ailleurs beaucoup ces sujets, est assez anxiogène dans ses propos, et je pense que ce n'est pas une bonne référence si on veut travailler le sujet correctement, de façon démocratique et de façon raisonnée. La première chose à dire, c'est que j'avais appelé de tous mes voeux le gouvernement de créer en fait des observatoires de l'IA qui auraient été mixtes. Or, je ne pense pas que c'est le cas. C'est très souvent soit les humanités qui regardent les conséquences, ou les gens en droit qui vont travailler sur ces sujets, ou de la technologie de l'autre côté qui essaie de rendre plus robustes les systèmes. Or, sans parler d'éthique ou sans parler de sujets qui aurait trait à la morale, je pense qu'on a besoin de comprendre comment marchent ces systèmes. Par exemple, je sors d'une thèse où j'étais à l'ENS il y a quelques jours sur la contamination des modèles. Qu'est-ce que la contamination des modèles LLM, Large Language Model, qui sont dans les IA génératives? C'est le fait qu'en ce moment, on les évalue sur des jeux d'essai qui sont diffusés sur Internet et que les machines ont déjà englobés. Donc, elles connaissent déjà les propos par cœur, les réponses par cœur. Or, on peut prouver que ChatGPT, OpenAI, Google, enfin, beaucoup de ces grands systèmes sont contaminés, c'est-à-dire qu'ils connaissent déjà les réponses des questions qu'on va leur soumettre. Donc, il est important de se doter d'outils, et dans cette thèse, le jeune homme essayait de donner des outils qui permettaient de regarder si la machine était contaminée ou pas. De la même façon, comment on compare différents outils entre eux. Je pense qu'on a besoin d'aller en dessous et ouvrir le capot de la machine, ce que je dis à chaque fois, pour comprendre quelle est
effectivement l'effet sur tout un chacun de ces systèmes. C'est dans l'interaction humain-machine, mais aussi dans la connaissance des facteurs qui sont internes, qu'on va comprendre s'il y a manipulation ou pas. Maintenant, si on se pose de l'autre côté sur la manipulation cognitive de ces systèmes, je pense qu'en étant adulte, en ayant vécu une expertise dans un domaine sans IA, on est capable de faire le choix de l'un ou de l'autre, à part ceux qui ne daignent pas, par paresse sans doute, regarder vraiment de quoi il est question. Maintenant, pour les enfants et pour l'éducation, moi, je sonne vraiment une urgence qui est non seulement de garder des fondamentaux sans machine, mais en même temps d'aller plus loin sur ce que moi j'appelle l'informatique augmentée, plutôt que l'intelligence artificielle qui n'a pas l'air d'être compris non plus comme terme. Donc, est-ce qu'on peut aller plus loin dans ces outils pour amener à comprendre des mathématiques en les regardant dans l'espace et en les pilotant à la voix ou d'autres choses que la machine apporte par rapport à ce qu'est l'humain. Donc je suis aujourd'hui, après avoir écrit ce livre qui était IA Anjou-Démon pour dire attention à l'éducation, je suis en train d'essayer de travailler avec des industriels pour comprendre comment on peut bien faire de l'IA. Parce que dire que l'IA, il faut s'en passer demain, serait non éthique. Voilà, donc mon principal propos, c'est attention à l'éducation. Apprenons aux enfants ce que c'est que la dépense d'énergie de ces outils. On a montré que, par exemple, on ne gâchait pas de l'eau et ils arrivent à fermer les robinets. Pourquoi s'ils ne fermeraient pas le robinet de mots, qui est cette IA générative? J'appelle d'ailleurs votre vigilance au terme IAG. IAG veut dire, pour certains, intelligence artificielle générale et pour d'autres, intelligence artificielle générative. Donc, distinguez bien IAG de IAGène. D'accord ? Or là, je vois IAG. Parce que là, sur l'intelligence artificielle générale, j'écris un nouveau livre qui sortira le 2 avril et je ferai des conférences au MK2 Odéon pour un large public pour parler d'éducation, de créativité et de désinformation avec ces outils qui sont les IA génératives et qui va s'appeler « Savoir vivre avec l'IA ». Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est le propos. Merci, madame, pour ce propos introductif. Monsieur Patineau, c'est à vous. Beaucoup. Je salue Laurent. On se connaît, donc je la salue. Moi, je vais essayer, alors, parce que j'entends un écho quand je vous donc, je vais essayer. Attendez, je vais baisser. Compliqué. Comme il y a un écho. Donc, du coup, ça veut dire que je ne vous entendrai pas si vous parlez dans un premier temps, mais pardonnez-moi, je vais essayer de parler 5 minutes. Donc, moi, je vais vous parler en complément de ce que vient de dire Laurence, vous parler plus de ce que je vois arriver ou de ce que nous voyons arriver dans les pratiques aujourd'hui. C'est-à-dire que les intelligences artificielles aujourd'hui sont des outils qui sont de plus en plus utilisés de façon croissante et impressionnante par un nombre majeur de nos concitoyens, on va dire, pour les aider dans leurs relations quotidiennes à la connaissance, au divertissement, à la culture et à l'information. Moi, je n'irai pas au-delà de ces questions-là parce que ça dépasse mon champ de compétences d'aller au-delà de ces questions-là. Mais si j'en reste dans le domaine qui est le mien, qui n'est pas, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, pas du tout un domaine d'ingénieur ou de scientifique, mais d'un praticien, je constate, si vous voulez, que de plus en plus, nous déléguons à ces outils une partie croissante de notre vie culturelle, divertissante et informationnelle. Et donc, en réalité, ce qu'on peut remarquer en faisant ça, c'est que ça contribue à passer, de mon point de vue, d'une phase du numérique à une autre phase du numérique, encore une fois dans les domaines dont j'ai parlé, hein, pas des autres. On a eu une première phase, on va dire, entre 1996 et 2006-2007, où le numérique, c'était vraiment l'ère de l'accès et de la disponibilité, c'est-à-dire que tout d'un coup, tous les contenus, tous les savoirs, tous les sons, tous les textes devenant des fichiers, eh bien, ils étaient d'une façon ou d'une autre rendus disponibles par les plateformes.
Et donc, c'était le triomphe à ce moment-là de la recherche, hein, et du fait qu'on arrivait à trouver à peu près tout ce qu'on cherchait. C'était encore, on demandait encore à l'utilisateur d'être actif en réalité. On lui disait, ben, provoque la recherche pour trouver ce que tu cherches. Puis ensuite, à partir de 2006-2007, quand on est rentré dans une phase de connexion permanente, avec l'invention notamment du smartphone et évidemment l'invention concomitante des réseaux sociaux et la mise sur orbite de l'économie de l'attention avec le financement publicitaire des réseaux, on est rentré dans une ère qui était une ère de la propagation, où en réalité, d'ores et déjà, tout ce qui était cognitif, encore une fois, je parle de là du divertissement, de l'information et de la culture, hein, je ne parle pas du reste, hein, donc de ce qui structure l'espace public, eh bien, c'était le résultat, on va dire, d'une interaction homme-machine, c'est-à-dire qu'un homme, une femme postait un message, un contenu à un moment donné, et puis l'algorithme décidait de l'accélérer, de l'amplifier ou pas. Et d'ores et déjà, on était dans une espèce de régime mixte, on l'a bien vu, on le voit encore aujourd'hui, où la conséquence sur ce qui était populaire, pas populaire, ce qui était présent dans l'espace public, pas présent dans l'espace public, de la structuration de ce qui faisait l'information ou autre, était le résultat d'une interaction entre ce qui est à un moment donné fourni ou créé par un être humain et ce qui est amplifié et accéléré par la machine ou ce qui ne l'est pas. Ce qui a déjà très fortement déséquilibré l'espace public, on va dire les industries culturelles et créatives, puisque désormais, elles devaient, j'allais dire, faire d'une certaine façon, danser un tango compliqué avec le rythme algorithmique. Là, avec les intelligences artificielles génératives d'une part, et les agents d'intelligence artificielle qui nous permettent de déployer nos connaissances, enfin nos relations par rapport aux sphères dont j'ai parlé, on rentre dans une ère que j'appellerais l'ère de l'imbrication, où encore une fois, d'abord, ce qui est produit indifféremment par des machines ou par des êtres humains. La production synthétique aujourd'hui est en compétition permanente avec la production qu'on appelle authentique. Et je regardais, c'est Morgan Stanley qui a publié ce week-end quelque chose d'assez vertigineux, à savoir que aujourd'hui, les jeunes adultes passent 3 heures par semaine à écouter de la musique créée par des intelligences artificielles génératives. Donc on est particulièrement là dans ce moment où le synthétique et l'authentique sont en compétition permanente pour nos oreilles, nos yeux, nos sens, et qu'ils sont la plupart du temps, pour le moment encore, assez indifférenciés dans la façon dont ils sont proposés au public. Et la deuxième chose qui est absolument concomitante avec la première, c'est que l'imbrication homme-machine, elle a lieu aussi dans le fait que de plus en plus, ce qui vous est proposé en termes d'information, de divertissement ou de culture est le résultat d'une relation, c'est-à-dire la relation que vous avez avec votre agent d'intelligence artificielle, à qui vous demandez de vous faire un choix de film, vous lui demandez ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde, de vous dire ce qui s'est passé, ou de vous trouver une musique qui vous mette de bonne humeur. Et donc là, se crée une médiation entre l'individu et, on va dire, les productions intellectuelles, une médiation qui est faite par des systèmes qui sont de plus en plus utilisés, alors même qu'ils restent d'une très grande opacité. Ils sont d'une double opacité. D'abord, moi, individu, je ne sais pas forcément comment ça fonctionne. Je ne sais pas sur quels critères l'intelligence artificielle me propose telle ou telle chose. Donc, ça fonctionne bien, mais je ne sais pas quels sont les critères. Je ne peux pas les paramétrer. Je ne connais pas les préférences induites. Par ailleurs, je ne peux évidemment pas vérifier la pertinence de ce qui m'est proposé. Mais la deuxième chose aussi qu'il ne faut pas, et je terminerai par là, qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que aussi, c'est des systèmes qui sont ce que j'appelle d'une opacité collective, c'est-à-dire qu'ils vont de plus en plus vers la personnalisation de ce qu'on vous propose. C'est-à-dire que la dépêche d'information qu'on vous propose ne va être rédigée que pour vous. Sur quelle base, on y reviendra après, mais que pour vous. À terme, on peut tout à fait imaginer qu'une partie des vidéos ou sons qui vous soient proposés ne le soit que pour vous, quand bien même vous n'en connaîtriez pas
où la collectivité n'aurait aucun moyen de connaître l'existence de ce qui va vous être proposé individuellement. Donc, je voulais terminer ce propos-là vraiment en me mettant sur un autre plan que celui de Laurent, c'est de dire qu'aujourd'hui, le bouleversement induit par les agents d'intelligence artificielle d'une part et par les productions d'intelligence générative d'autre part, il est déjà là en réalité. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le mesurer et à en vivre totalement les conséquences, mais je trouve qu'on retrouve là, alors peut-être que je vais apparaître comme un vieux schnock là, mais on retrouve là ce qu'on a vécu entre 2006 et 2010 au début des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on est tous fascinés par ce que ça propose, on les adopte tous à toute vitesse, alors même que les structures demeurent assez opaques quant à leur mode de fonctionnement et on va dire en général quant à leurs conditions générales d'utilisation. Voilà en quelques mots. Très bien, merci beaucoup pour ce propos liminaire. C'est à vous, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous deux, Laurence de Villers et Bruno Patino, pour vos propos introductifs. Je voulais commencer par rebondir sur votre désir d'observatoire de l'IA mixte, Madame de Villers, où on a le besoin encore de pouvoir bien cerner quels sont les impacts, les conséquences. Monsieur Patino vient de dire qu'on est encore dans justement un moment où on n'en mesure pas. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par observatoire de l'IA mixte et dans quelle mesure cela invite aussi à développer l'interdisciplinarité ? Je peux le développer sur plusieurs aspects. Nous manquons en fait de recherche sur l'interaction avec les machines. Ma chère en IA, elle était sur ce sujet, Human Machine Affective Interaction and Ethics, et j'ai travaillé sur le nudge. Le nudge, c'est l'incitation à changer d'avis. Lorsque vous voyez sur Internet, vous cherchez une chambre d'hôtel sur Internet, et d'un seul coup, il y a une petite ligne rouge qui vous dit 25 autres personnes le cherchent, tac, je la prends. C'est donc une manipulation douce. Le sludge existe aussi, c'est-à-dire une autre stratégie qu'on va trouver avec ces outils, qui est en fait de freiner ce que vous voulez faire. Par exemple, vous voulez vous désabonner de Canal+, et vous n'y arrivez pas parce qu'on vous met des bâtons dans les roues sans arrêt. Bon, ces systèmes peuvent être filtrés avec des outils algorithmiques pour renforcer tout ça. J'ai fait des tests avec les enfants à l'école, en primaire, pour savoir quel était justement l'impact d'un robot par rapport à un Google Home, par rapport à un humain, dans le même scénario. C'était avec des économistes du comportement, puisque ma chaire était justement interdisciplinaire, avec des économistes du comportement, des linguistes et des informaticiens. Et ce qu'on a pu voir avec un test autour de l'altruisme, aux enfants, on leur donnait 10 billes, ils mettaient ça dans 2 petits bols, on savait exactement ce qu'ils avaient pris, et tout le but du nudge, c'était de les faire changer d'avis. Alors l'idée, c'est combien vous en gardez pour vous, combien vous en donnez aux autres. Et donc la machine disait, ah, les autres ont donné plus. Ça, c'est du nudge, pure effect. Ou alors, j'en donnerai plus. Ça, c'est, pareil, un biais d'autorité. Et les enfants, alors que les scénarios étaient les mêmes, que ce soit un adulte en face, ou un Google Home, ou un robot, avaient tendance à plus suivre les indications des machines. Nous avons refait ce test au Bernardin avec des adultes, et là, non pas avec des jeux de billes, mais avec leur façon de se comporter sur l'écologie. Donc on leur demandait leurs pratiques, puis on leur soumettait des questions comme ça, avec des arguments sludge ou nudge, pour regarder s'ils allaient changer d'avis. De la même façon, on a pu observer, et pas moins que les enfants, qu'ils suivaient plus les machines que les humains. De la même façon, lorsque j'ai été, moi, questionnée sur les télés ou les radios par des citoyens qui appellent en disant, voilà, j'ai appris que le ChatGPT était meilleur que leur médecin, tout un tas de choses comme ça. Donc la science est mise à mal par cette idée que les machines répondent mieux. Donc ça, c'est assez dramatique et je pense qu'il faut l'observer, le regarder, le quantifier et le montrer en exemple pour dire on ne veut pas aller jusque-là. Pour moi, 2022, ChatGPT dans les mains de tout le monde, c'est à la fois la prise de conscience que l'intelligence artificielle a un certain pouvoir, mais en même temps, c'est un hold-up. Parce qu'on n'a pas en face, il y a une telle dissymétrie de connaissances qu'on ne peut pas
comprendre les différences souvent entre ce que propose la machine, qui parle un français très très correct, souvent meilleur que la plupart des personnes. Alors pour revenir aux capacités de ces machines, on est totalement faussé par ces capacités. Par exemple, moi, quand j'avais un problème informatique, j'allais souvent regarder sur des réseaux des discussions d'humains entre eux pour dire quelle est la meilleure façon de pratiquer les choses. Or, maintenant, ça n'existe plus. Nous avons des IA génératives qui nous répondent. Or, elles ne savent pas répondre. C'est-à-dire qu'elles mélangent. Il faut garder en tête que l'humain, quand il vous propose une solution, il a réfléchi de A à Z à trouver les moyens d'arriver à la solution. Or, l'IA générative, c'est un fousitou de plein de gens. Donc, elle fait une combinaison de possibles pour arriver à proposer quelque chose qui ne marche pas. Donc, on est encore dans cette phase de bluff, là, où tout le monde a l'impression que c'est magique, que c'est très bien, etc. En fait, dans les mains de tout le monde pour n'importe quoi, et avec ces IA génératives qui sont nourries que par de l'anglais, etc., c'est très délétère. Donc, si on arrive à faire, et j'ai vu en Suisse un projet qui est monté avec des LLM qui sont fabriqués avec connaissance d'où viennent les données, avec supervision, avec justement cette espèce d'observatoire que j'appelle de tous mes voeux, il y a une force de frappe. Ils savent aussi mélanger plusieurs langues et montrer à quel point ça apporte ou pas. Donc, il faut vraiment distancier. Je vais prendre un autre exemple. Traduction. On nous dit, ça y est, il n'y aura plus de traducteurs. Moi, j'ai dit à la radio, mais non, il en faudra des traducteurs. Parce que si je veux traduire demain Shakespeare dans son contexte, je ne vais pas demander à une machine. De la même façon, elle a agrégé plein de choses d'aujourd'hui. Elle sera incapable de traduire du Shakespeare. Donc, il faut bien comprendre que nous avons des capacités énormes par rapport à ces machines. D'abord, de se mettre dans un contexte historique, de comprendre tout un écosystème que la machine ne comprend pas, d'avoir un corps pour avoir ressenti des choses. Ça n'a rien à voir. Et même GEPA, qui sera le modèle que propose Yann Lequin, qui est le fait de faire un LLM multimodal qui apprend avec nous, grâce à des lunettes, là, on met des petits capteurs, on collecte des données, et on va faire des nouveaux modèles, ils seront beaucoup plus performants et beaucoup plus proches de nous. On est encore très loin, très très loin de l'humain. Donc à force de dire que nous sommes devant un super humain, que nous remplaçons les humains, que nous sommes fragiles par rapport à ces machines, on fragilise notre propre intelligence. Et pour moi, on doit absolument reprendre ce discours d'un point de vue politique pour qu'on valorise l'intelligence des gens, leur montrer que l'intelligence, d'abord, ce n'est pas une seule chose, ce n'est pas que seulement calculer ou mémoriser, on a beaucoup d'autres capacités de compréhension de l'environnement, des autres, de l'histoire. Ces machines font énormément d'erreurs, elles continueront à en faire. Ce n'est pas parce qu'on rajoute plus en plus de données, puisque maintenant on est arrivé à avoir avalé tout Internet, on crée des données synthétiques. Bon, on ne va pas arriver à faire grand-chose. Maintenant, je pense aussi que pour la musique, si je reprends l'exemple de la musique, pour la culture, on ne va pas remplacer les humains, on va faire autre chose. Et pour la musique, il y a des pans d'invention à avoir avec ces outils. Donc, ne négligeons pas le fait que nous sommes à un basculement où il faut comprendre mieux comment il marche. Et c'est ça, cet observatoire que j'appelle de mes voeux, c'est donner les moyens. Alors, on ne va pas tout comprendre, mais déjà, si on envoyait des bonnes étincelles à tout un chacun, avec des outils qui sont capables de montrer ce que c'est, eh bien, on irait beaucoup plus loin. Par exemple, Lucie s'est fait dégager par tout le monde pour l'éducation. Vous savez, ce chatbot, enfin ce LLM. Pourquoi ? Parce que s'il était dans son état premier, c'est-à-dire il y avait juste le méga système et pas les couches autour pour optimiser et aligner à l'humain. Eh bien, tout le monde a dit « Ah, c'est horrible, c'est moins bon que tous les autres systèmes, donc on le bâche. » Mais non, l'éducation, ça serait de prendre celui-là, de le désosser et de montrer comment il est fait et d'apprendre cela. À partir de là, les enfants seraient moins naïfs, comme les adultes qui ne connaissent pas ces domaines, devant tous ces outils. Donc j'ai plutôt un propos rassurant sur le fait que nous sommes en capacité de bien comprendre ces machines, si on sait nous les expliquer, si on a envie de nous expliquer. Donc derrière tout ça, l'IA n'y est pour rien. Ce sont bien des humains qui manipulent les humains. Monsieur Patino, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, juste peut-être dire un mot qui est pas du tout contradictoire avec ce que vient de dire Laurence. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'elle vient de dire, puis elle est plus compétente que moi dans ce domaine, mais juste dire une chose quand même, c'est que la déstabilisation d'un certain nombre de sphères par l'IA est déjà là, quand bien même ce qui est produit par l'IA est de temps en temps
tout à fait dérisoire. Si je prends dans le domaine culturel ce dont on parle aujourd'hui, le fameux IA slope, qu'on pourrait traduire par bouillie, enfin peu importe, c'est-à-dire tous ces contenus produits à la chaîne, plus ou moins humoristiques, faux ou ailleurs, produits par l'IA. En réalité, évidemment que c'est incomparable avec l'œuvre d'un artiste, hein, mais ça rentre dans le marché et le marché de l'attention aujourd'hui. Si vous voulez, donc ce qu'on apprenait autrefois en cours d'économie, la mauvaise monnaie peut chasser la bonne de temps en temps, ça peut arriver dans le domaine des œuvres de l'esprit aussi. Et aujourd'hui, encore une fois, je suis entièrement d'accord. Moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'on est au tout début des impacts dans le domaine de l'information. Regardez, je prends l'information. On en est encore tous, et à juste titre, hein, à parler des problématiques de désinformation. On n'a pas encore su régler aujourd'hui le problème de la désinformation venant des réseaux sociaux. Et Céline Calvez le sait bien, on a eu cette discussion souvent. On sait, à peu près toutes les autorités de l'ensemble des pays ont tâtonné entre est-ce qu'il faut réguler ce que j'appelle moi la superstructure des réseaux, c'est-à-dire les messages, voire les gens qui sont capables de poster sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il faut réguler ce qui avait plutôt ma préférence, la superstructure, l'infrastructure, pardon, c'est-à-dire en fait les algorithmes d'accélération et d'amplification. Bon. Et on est en 2025. Le sujet a été posé, je pense, pour la première fois en 2010. 15 ans après, ça progresse, mais on n'est pas du tout arrivé à déterminer aujourd'hui quelle est la responsabilité juridique réelle d'un réseau social. Le débat existe partout. Moi, je dis juste une chose, c'est que ce qui est en train d'arriver, ce qui nous est arrivé avec les réseaux sociaux, dans les domaines qui sont les miens, et encore une fois, je le dis toujours parce que je ne veux pas du tout apparaître comme multicompétence que je ne suis pas, si tant est que je sois compétent dans mon domaine, mais ça c'est une autre question, mais en tout cas, je ne vais pas aborder les autres domaines, mais dans les domaines qui sont les miens, on voit aujourd'hui que l'économie des IA, petit à petit, ou de certains agents des IA, vont pouvoir à un moment donné déterminer l'ensemble de l'économie informationnelle et de la culture. Et si vous regardez ce qui se passe du point de vue de l'information, maintenant, vous avez pratiquement chaque jour des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de faux médias qui sont faits par l'IA et qui ont des buts juste de noyer, encore une fois, l'ensemble des messages informationnels. Et donc, en permanence, c'est fait. Donc, on est encore aujourd'hui, pour moi, dans un moment où, s'il devait y avoir un observatoire comme l'a très bien proposé Laurence de Villers, je pense qu'encore une fois, il y a deux notions sur lesquelles il faudrait travailler, me semble-t-il. La première, c'est quelle est la responsabilité d'une IA? Est-ce qu'il y a une responsabilité spécifique ou pas? C'est une question qui me semble importante. Et la deuxième question qui est pour moi assez concomitante, par ailleurs, c'est à un moment donné qui est concomitante à la responsabilité, c'est que, à l'inverse, y a-t-il un moyen d'assurer, j'allais dire, en dehors des bonnes pratiques, enfin en tout cas une compliance possible de l'ensemble de ces outils à partir du moment où ils abordent les sphères de la production intellectuelle humaine. Encore une fois, moi, je dirige une entreprise. Je suis en ce moment une entreprise culturelle qui est simplement Arte. En ce moment, vous n'aurez pas un journal, une télévision, une radio ou un site internet qui ne vous dira pas, vous savez, ce qui se passe en ce moment pour nous, c'est qu'il y a une chute majeure du trafic des gens qui viennent nous voir via un moteur de recherche. Alors que pendant très longtemps, ça a été 30 à 50% des audiences numériques des médias d'information, de culture ou de divertissement. Aujourd'hui, ces chiffres-là s'effondrent tous et ils sont remplacés par quoi? Par le trafic qui vient ou qui ne vient plus, par le fait que ces gens-là font appel maintenant à ChatGPT, à Gemini, à Perplexity ou à d'autres. Moi, je rentre là, c'est hors compte rendu. Je n'arrive pas, Arte arrive à être référencé sur Google, n'arrive jamais à être proposé par ChatGPT, par exemple. Comment ça se fait? À quelles conditions je pourrais l'être? Qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai strictement aucune idée. Vous avez aujourd'hui des journaux qui sont en mesure de signer des accords
Non, pardon. Vous avez un journal aujourd'hui qui est en mesure de signer des accords avec ChatGPT parce que ChatGPT est venu le voir en disant j'ai choisi mon acteur national, et tous les autres, je dis bien tous les autres, qui sont en incapacité de signer ces accords. Et ces accords-là, ils n'ont pas seulement un contexte ou ils n'ont pas seulement des conséquences monétaires, ils ont aussi des conséquences d'existence. C'est-à-dire que de la même façon que les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche ont pu avoir à un moment donné un pouvoir d'invisibilisation de certaines sources ou certaines productions intellectuelles, il va en être de même puissance 1000 avec, avec ces choses que sont les intelligences artificielles. Je dis puissance 1000 parce que nous n'aurons aucun moyen de vérifier que c'est le cas ou pas, puisque nous n'aurons jamais de publication collective, si j'ose dire, ou visible par tous, de ce qui est proposé par une intelligence artificielle. Voilà, pardon, j'ai été trop long. Ce n'est jamais long quand c'est intéressant, puisque forcément, ça vient faire susciter beaucoup de questions, notamment sur les effets sur l'économie des médias. Mais je voulais revenir, et Laurence de Villers nous y invitait, à ouvrir le capot de la machine. On parle souvent de la notion de transparence. Je voulais qu'on s'attarde avant sur l'entraînement de ces machines. Quelles sont les données utilisées? Quelles sont notre connaissance de ces données? Vous le savez, il y a aussi l'utilisation de données qui sont des œuvres et qui devraient être soumises à autorisation, voire rémunération. Sur cette partie en amont on va dire de la machine, quelles sont vos suggestions pour qu'on ait davantage connaissance de cet état, mais surtout, qu'est-ce que nous pourrions faire pour aller un petit peu plus loin, pour aller chercher la responsabilisation des acteurs de l'IA, que ce soit ceux qui établissent des sets de données ou alors ceux qui font le développement, voire même ensuite ceux qui l'utilisent. Mais concentrons-nous, si vous le voulez bien, sur l'amont. À vous, Laurence de Villers, puis Bruno Patino. Donc sur la transparence, effectivement, il y a plusieurs sujets. Il y a où on va chercher les données et quelles données on prend et qu'est-ce qu'on a comme droit sur ces données. Il y a eu justement, grâce à des observatoires, comme je parlais, des travaux produits en Angleterre, dont j'ai oublié l'exacte référence, mais que je pourrais vous trouver, montrant par exemple sur des questions précises autour de l'Ukraine, qui étaient des questions soit très politiques, soit moins politiques, qu'est-ce que ces outils allaient chercher comme information. Et donc, ils avaient effectivement le LLM, mais ils allaient en plus chercher des informations sur des sites russes, pour Grok et pour ChatGPT, par exemple. Ce genre de choses, on peut le trouver. De la même façon que vous dites, si on a pris des œuvres, quand j'ai parlé de contamination tout à l'heure, c'est ça qu'il y avait en sous-entendu. Quand un jeu d'essai, qu'est-ce que c'est? Ce sont des textes, par exemple, avec des réponses, des questions et des réponses. Et on attend de la machine qu'elle nous réponde correctement sur des tests de logique, par exemple, d'accord, qui sont, pour tout humain, difficiles à faire, parce qu'on a des biais, parce qu'on va simplifier le problème, etc. Et on essaie de voir si la machine raisonne pour aller chercher ces informations. Et on est capable de savoir si elle connaît déjà par cœur ces tests. Ça veut donc dire que pour les données privées, on devrait pouvoir trouver, avec des recherches, des moyens, c'est un domaine qui est en train d'exploser de plus en plus, pour aller quantifier. Alors pas forcément de façon à 100%, mais déjà si on en trouve des preuves, ça suffit, à mon avis, pour commencer à lever des enquêtes sérieuses. C'est cet outillage qui manque. Vous avez des paramètres qui sont utilisés. Donc déjà, le LLM, il engouffre des données au départ, puis il va essayer, avec d'autres algorithmes, d'aligner à l'humain par différentes méthodes. Il y en a une qui est très peu connue, qui s'appelle les instructions que la machine apprend. Or, elle va apprendre à faire des plans, des résumés, ce qui nous bluffe, à traduire, toutes les questions majeures que l'on pose à ces machines ont été récupérées, ils en ont fait des listes et ils ont produit des bases de données qui sont très peu visibles. On ne les connaît même pas, nous, chercheurs. On en voit quelques-unes grâce à Hugging Face qui, sur sa plateforme, va mettre des instructs en ligne. Et on voit, par exemple, résumé, c'est plein de textes, voilà le résumé. Donc la machine apprend un méta-comportement
qui est de résumer quelque chose. Donc ça paraît magique comme ça, mais elle apprend des choses de cet ordre-là. Ça ne veut pas dire que ce sont des émergences cognitives intelligentes. Okay, ça, c'est le premier point. Donc, outillé grâce à mon observatoire où on manipule des mathématiques et en même temps les conséquences sociétales sur l'information, me paraît être très judicieux, même si on ne voit pas tout, si on sait lever des choses en grandeur, on pourra bien gêner les géants du numérique sur des sujets précis. La deuxième chose, c'est sur ce que vous disiez tout à l'heure, la responsabilité d'une IA. Non, non. Une IA ne sera jamais responsable. Ça serait donner trop de poids à ces IA pour en ôter finalement aux humains qui sont vraiment responsables de l'utilisation de ces machines. J'ai toujours des tas d'exemples que je pourrais vous donner sur l'impact de l'algorithme qui n'était pas forcément voulu d'ailleurs par les gens qui les ont mis en œuvre. Par exemple, envoyer de la publicité à des citoyens. On passe par un algorithme d'enchères. Et on peut se dire, il y avait une société qui voulait promouvoir des cours d'informatique, enfin, l'EPITA, les écoles d'informatique, et qui avait fait ce test en grandeur pour s'apercevoir qu'en fait, le problème, c'était le coût. C'est-à-dire que si je veux envoyer des pubs pour des garçons et des filles, il y avait des filles ou des garçons sur des visuels de publicité. Si je voulais envoyer des filles, il fallait que je paye plus cher que si j'envoie des garçons. Parce que les filles sur Internet, elles sont prises par les sacs à main, la maison, la piscine, les enfants, tout ce que vous voulez. Donc il y a plein d'autres acteurs qui vont passer avant l'informatique et la fille qui est sur l'image. Quelque chose qui est évident, si on s'oblige à regarder de près ce qui est en train de se passer. Donc détricoter les usages de ces outils et les conséquences, il est possible de le faire. Je connais plein d'articles de ce type-là. Je pense qu'en France, on manque énormément d'un observatoire intelligent qui soit capable de faire ça. Deuxièmement, je le dis pour les enfants et pour l'éducation, j'étais au Forum de l'appel il n'y a pas très longtemps, en octobre, avec la coalition E-Raise, qui est internationale, qui s'occupe de l'aspect mental des enfants, enfin les conséquences sur les enfants de l'utilisation de ces outils, notamment Mattel qui va faire un accord avec ChatGPT pour faire des nounours qui parlent aux enfants, vous voyez ? Donc, je ne sais pas ce que vous pouvez imaginer l'apprentissage de la langue et des émotions via le nounours. Ça ne va pas faire des humains forcément comme les autres s'il y a tout un tas d'outils dans la tendre enfance qui vous susurrent des choses. Donc, attention à l'impact de tout ça. Donc, ils ont montré une coalition internationale pour essayer de faire un laboratoire commun avec... Alors, moi, j'ai posé la question à la Sorbonne, j'ai posé la question au CNRS en disant « Venez, il faut mettre des forces ». Et on m'a dit « Bon, allez-y ». Mais il n'y a pas cet engouement qui devrait être nécessaire. On a des énormes laboratoires de recherche. Ce sont des sujets pour lesquels on a besoin de force et besoin d'aller plus loin. Et dans les pays anglo-saxons, il y a plus de gens, finalement, qui s'intéressent à ces sujets mixtes. De sociologie, je suis arrivée, moi, à la Sorbonne, dans un UFR de sociologie et d'informatique, pour faire de l'interdisciplinarité. Or, ce n'est pas le cas. Et partout, c'est un peu comme cela. Donc c'est très dommageable. L'autre sujet qu'ils ont réussi à faire dans cette coalition, c'est le fait d'écouter les grands groupes qui se posent aussi des questions, puisqu'on a des parents aussi parmi les directeurs d'IA, de OpenAI, Google, etc. Et ils se posent aussi des questions sur l'impact sur les enfants. Et ils appellent aussi de tout leur vœu que les scientifiques du monde entier fassent des repositories de ces recherche et des résultats qu'on peut avoir pour essayer de tirer des lignes un peu plus claires sur les effets délétères pour les enfants. Merci beaucoup. Sur la question de l'amont avec l'entraînement, l'alignement et puis le rôle de la sélection de données, Bruno Patino, sur cette disponibilité des données, ou en tout cas sur la transparence qui peuvent être faites, quelles sont vos réflexions ? Moi, je n'ai pas beaucoup plus à dire que ce qui a été dit au niveau de la transparence. Je pense que de toute façon, quand on va aborder en plus les œuvres de l'esprit, c'est très, très compliqué. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a... Enfin, moi, je vais avoir un côté plus pragmatique. Je pense que si vous voulez, la problématique, ce que je vois arriver, moi, c'est qu'en fait, il va y avoir deux statuts aux données d'entraînement. Les données d'entraînement qu'on ne connaîtra pas vraiment et qu'il faut connaître par les mécanismes qu'a évoqué Laurence de Villers. Et puis d'autres, on voit bien qui aujourd'hui vont être le résultat d'un accord commercial.
hein. Vous avez aujourd'hui les grands détenteurs de propriété intellectuelle qui arrivent à passer des accords commerciaux pour prévoir la disponibilité de leur contenu comme données d'entraînement. Et donc, en réalité, mais là, on va être toujours en désaccord avec Laurence. Moi, je suis sur 2 points. Je pense que, si vous voulez, là, il faut qu'on réfléchisse au statut juridique des données et que c'est la nature du statut juridique des données. Est-ce que c'est un bien privé, un bien commun, un bien public? Il y a certains politistes en sciences politiques qui sont favorables, eux, à une sorte de gouvernance, non pas des IA, mais une gouvernance des statuts des données. Personnellement, mais je peux me tromper, j'y vois plus de solutions pratiques que d'essayer, même si je crois que c'est très souhaitable, que d'essayer en permanence de tracer, on va dire, la nature des données d'entraînement qui ont été celles des IA. Mais vous voyez, même au sein même des grands groupes, d'ailleurs, il y a toute cette notion, si c'est des données en open source, quel est leur statut, comment ça se passe, etc. Mais je pense qu'on ne réfléchit pas assez au statut des données. Et de plus en plus, en tout cas dans des IA un peu spécialisées, le fait de pouvoir s'entraîner sur des données, j'allais dire, limitées, à statut précis, va être aussi un argument économique. En tout cas, personnellement, moi, j'aurais tendance à encourager la réflexion sur le statut des données. Et je vais revenir en 30 secondes sur la responsabilité. Là, je suis en désaccord profond avec Laurence, mais peut-être parce que j'ai une autre, comment dire, formation que la sienne. C'est-à-dire que je constate que dans le domaine de la science politique, toutes les réflexions qui sont faites aujourd'hui sur l'évolution de la notion de responsabilité. Bien sûr qu'il ne faut pas dire qu'une IA est responsable dans une vision kantienne ou aristotélicienne d'ailleurs de la responsabilité comme étant je fais un acte qui a des conséquences. Là, ça n'a pas de sens de dire qu'une IA est responsable. L'être humain est responsable. Mais vous avez aujourd'hui tout un volet qui réfléchit justement à cette nouvelle notion de responsabilité qu'on appelle imputationnelle en réalité, et qui est poursuivie par un certain nombre de philosophes, qui est de dire aujourd'hui, dans le domaine numérique, la responsabilité, elle n'est plus aussi kantienne et aristotélicienne qu'elle l'était avant, avec un acte qui est totalement, j'allais dire, adressable à un individu et qui provoque des conséquences immédiatement, j'allais dire, mesurables, modifiables dans un espace-temps limité. Et donc, moi, je crois que, en tout cas du point de vue de la science politique, un des échecs qu'on a quant à la régulation du numérique, c'est qu'on a essayé de lui appliquer un système de responsabilité classique, auquel cas ça ne marche pas. Responsabilité éditoriale, ben non, ça ne marche pas, parce qu'un réseau social n'est pas un éditeur. Une IA, c'est évidemment pas un éditeur, mais ce n'est pas non plus, une interface qui ne provoque aucune conséquence à un moment donné. Donc voilà, c'était juste pour mettre un peu de précision sur cette notion de responsabilité. Mais sur l'amont, moi, je pense qu'il faut aller encore en amont pour se poser la question du statut des données. Merci. Alors les données, en plus, si on considère qu'elles ont déjà été toutes travaillées, on va peut-être en manquer au bout d'un moment, ou alors on va se contenter de remettre dans la machine des contenus pour lesquels on aura fait appel à cette machine. Mais ce qui va m'amener à aller plutôt sur l'aval et la façon dont l'interaction entre l'homme et la machine peut faire apprécier ce que sont ces produits de sortie. Produits de sortie, ça peut être des données, ça peut être un article, ça peut être un son, ça peut être une vidéo. Aujourd'hui, vous avez certains acteurs qui disent que pour qu'une œuvre soit reconnue comme une œuvre, il faudrait qu'elle soit exemptée de toute utilisation de l'IA, et d'autres qui disent qu'il va falloir quand même prendre en compte justement cette question de qualification d'œuvre, parce que de plus en plus, et Madame de Villers, vous l'avez dit, en fait, se passer de l'IA, ça va devenir non éthique. Donc en fait, on peut aussi considérer que tout acte de création aura une partie d'utilisation de ces machines d'intelligence artificielle générative. Comment vous situez-vous sur la qualification des produits de sortie, notamment au rang culturel? On imagine bien qu'on pourrait demain disqualifier ce qui a été l'objet d'une
véritable recherche artistique, mais on pourra disqualifier éventuellement de statut d'œuvre ce qui aura été sorti avec l'IA. Madame de Villers? Bon, oui, je pense que le statut d'œuvre, pour moi, il est là parce que l'humain réfléchit à un projet, à des intentions et à une façon d'élaborer son projet qui fait appel à des pinceaux et maintenant à de l'IA. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne qualifierait pas d'œuvre quelque chose qui soit venu d'une réflexion cognitive humaine, mettant en œuvre un objet qui n'est absolument pas humain, qui s'appelle de l'IA ou de l'informatique augmentée, comme je vous ai dit, qui est certes un outil non déterministe, mais qui peut apporter des variantes intéressantes. Je pense qu'il faut surtout que... au lieu de parler, parce que tout à l'heure vous parliez de conflit entre les œuvres humaines et les œuvres artificielles, je pense qu'il faut passer à une collaboration entre... et c'est pas, d'ailleurs, c'est même pas une collaboration, parce que ça voudrait dire que l'IA collabore avec les humains, or elle n'a aucune intention de quoi que ce soit. Donc c'est plutôt les humains qui vont utiliser ces machines. Il faut se rendre compte quand même que c'est très pauvre quand vous utilisez que de l'IA. Alors, si vous demandez une musique d'IA juste en faisant un prompt, sans rien faire d'autre, c'est assez pauvre. Ça n'a pas révolutionné. Ou alors vous l'avez déjà entendu. Ou alors c'est du supermarché. Vous l'avez déjà entendu plein de fois. Donc ça n'est pas une œuvre. Une œuvre, c'est original. Donc déjà, le fait que ça soit dupliqué, de par cela, ça ne devrait pas être considéré comme une œuvre. Si on en fait des millions qui se ressemblent, ça c'est plutôt une... Bon... C'est à nous de valoriser, en fait, les œuvres humaines, à nous, humains, de valoriser les œuvres humaines, plutôt que de s'occuper de ces histoires. C'est-à-dire, on devrait revaloriser, effectivement, quelque chose qui nous surprend vraiment, même si la personne a utilisé l'IA, mais c'est vraiment une œuvre humaine parce qu'elle l'a considérée comme un outil. Donc, ce n'est pas une question de pourcentage, c'est une question de valeur cognitive, de valeur de contenu. Et je ne sais pas, il me semble que il y a un espèce de discours très humaniste qui est contre l'utilisation de tous ces outils en disant attention, on va aller vers une tambouille qui fait qu'il n'y aura plus de connaissances, plus de culture et plus d'œuvres propres. Non, on va aller vers quelque chose d'un peu différent, où il y aura des œuvres propres que humaines, des œuvres un peu hybrides, mais pourquoi pas les considérer aussi comme des œuvres? C'est là où il faut qu'on fasse attention, parce qu'on a par exemple dit très vite, ah ça c'est une œuvre, en regardant les tableaux faits par du numérique qui étaient absolument atroces, qui n'avaient aucun intérêt ni esthétique, ils n'avaient que de valeur que d'être le premier tableau fait par une IA. Voilà, point. Donc ça c'est délétère. J'espère qu'on ira au-delà de cela. Donc, faisons grandir l'humain grâce à ces machines aussi, plutôt que de dire on est en compétition avec ces machines. Pour moi, on est au-dessus, bien au-dessus. Merci, Monsieur Patineau. Alors, sur ce qui sort de l'interaction entre l'homme et la machine. Sur ça, j'ai une réponse assez double. La première, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit là. Pour moi, c'est aussi simple. Une œuvre, c'est à partir du moment où vous avez, comme on dit en bon français, human in the loop, quoi. À partir du moment où vous avez un humain dans le circuit, c'est une œuvre. Même si il y a une très grande peur. Je peux vous donner un exemple. Il y a environ maintenant un an et demi, on a lancé avec Arte une petite série qui s'appelait Prompt, et qui est une série faite par un auteur, en plus un auteur vraiment reconnu, graphiste lui-même, qui s'est amusé à voir comment détourner, pousser jusqu'aux limites ou autres ce que pouvait faire la version ChatGPT et puis d'autres IA plutôt graphistes à l'époque. Et certaines sociétés d'auteurs, et notamment la SACD, s'est émue en disant comment, ça y est, Arte décide de jeter les auteurs à la poubelle, alors qu'en fait, on avait fait travailler un auteur avec l'IA. Et il est évident que aujourd'hui, avant même les IA, vous avez beaucoup de musique qui est composée avec des programmes informatiques spécifiques d'aide à la composition, à l'harmonisation ou autre, vous le savez. Moi, c'est plutôt mon domaine, la musique, donc je ne vais pas parler des arts picturaux ou autres, mais ça fait bien longtemps
que la musique est composée avec l'aide de l'informatique en réalité. Et ça n'a jamais empêché les uns et les autres de dire que c'était des œuvres. Donc, le premier versant ou la première face de la médaille, je dirais oui, une œuvre. Moi, je pense qu'à partir du moment où vous avez un humain dans la boucle, en réalité, c'est une œuvre. Après, une bonne œuvre ou mauvaise, les critères esthétiques, tout ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, à partir du moment où on va dire l'humain va au-delà d'un simple prompt, c'est une œuvre. Et par ailleurs, j'insiste sur ce point, on voit bien aujourd'hui dans le domaine notamment de l'image, du cinéma ou autre, hein, ou de la photographie surtout, que ceux qui produisent avec de l'IA arrivent à produire des choses que nous n'avons jamais vues avant. Vraiment. C'est-à-dire des univers picturaux très étranges. Et quand je dis étrange, c'est évidemment, j'en parle artistiquement de façon favorable. C'est-à-dire, moi j'ai été jury et je le serai dans 2 jours encore sur un prix de court-métrage fait par l'IA. Et croyez-moi, à tous les cinéastes à qui on a demandé combien ça leur avait demandé de temps de travail, mais aucun d'entre eux disait moins de 6 mois de travail, quoi. Parce que l'outil, voilà, effectivement, c'est compliqué d'utilisation. Et si vous voulez vraiment créer avec lui, ben ça nécessite de passer du temps avec lui. Et ça donnait par ailleurs des types d'images qu'on avait vues nulle part ailleurs, qui n'étaient pas du tout du clonage. Maintenant, l'autre versant de la médaille, je me permets de répéter ce que j'ai dit par ailleurs, parce que malgré tout, la culture aussi, en tout cas les industries culturelles, sont aussi une économie. Une économie qui est fondée soit sur les recettes qu'elle peut avoir en termes de temps d'attention, soit les recettes qu'elle a auprès des utilisateurs qui sont les abonnés. Et encore une fois, vous pouvez avoir là, même si les œuvres, entre guillemets, ou les productions ne sont pas comparables, et là-dessus je rejoins ce qui a été dit avant, en revanche, elles s'adressent le même marché. Et ça pose un vrai problème de déstabilisation. C'est-à-dire que quand j'ai Beatles IA, John Lennon qui chante Sitting in the Garden of je ne sais quoi, produit par une IA, tellement clonage d'un truc qui a été fait par les Beatles, on peut dire que ça prend très peu de temps, mais en même temps, ça prend du temps d'attention. Et donc, ça rentre sur le marché. Quand vous avez 25-30% de ce qui est produit par Spotify aujourd'hui qui a été produit par de l'IA et par de l'IA non créative, c'est-à-dire du clonage simple, eh bien, ça rentre dans le modèle économique et d'une façon ou d'une autre, ça déstabilise tout le circuit de la création d'œuvres musicales humaines, qu'elles soient purement humaines ou humaines avec du temps passé avec de l'IA. Et donc, moi, je suis à la fois, comme Laurence de Villers, assez serein sur le fait que les grands sauts créatifs vont être encore faits par des humains, quel que soit le type de pinceau, pour reprendre l'image qu'ils utilisent, que ce soit une IA ou pas. Mais en revanche, l'ensemble de l'économie de la culture et de la production intellectuelle va être, à mon point de vue, très fortement déstabilisé par les créations purement IA, parce que vous pouvez très facilement noyer le marché. Oui, moi je suis d'accord avec Bruno que c'est avant tout le problème est économique dans tous ces domaines d'IA. Et donc c'est là où l'éducation a tout son rôle à jouer et que pour l'instant on le sous-estime. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut faire des IA génératives pour l'école. Je suis désolée, c'est pas ça. Il faut désosser ces IA pour montrer que c'est juste une machine et que l'invention vient de l'humain. Et que si on n'a pas appris par soi-même, on sera incapable ensuite de créer. Et je pense que c'est fondamental de redire ça à longueur de temps en ce moment. C'est très bien, ça me permet un rebond, comme on dit à l'Assemblée nationale, puisque je voulais justement me tourner à nouveau vers vous, Madame de Villiers, à propos des tests que vous avez réalisés, d'abord avec des enfants, puis avec des adultes, et où il apparaissait que tout le monde préférait les réponses de la machine. La machine répondait mieux, c'est ce que vous disiez. Hein. Il les suivait plus. Oui. Il ne préférait pas. Oui, d'accord. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment vous analysez ça. Comment expliquer psychologiquement? Est-ce que c'est le prestige de la machine parce que c'est moderne, etc. Est-ce que c'est une forme de fascination, donc?
est-ce que c'est la dévalorisation du facteur humain parce que l'humain envoie de multiples signaux autres que des questions et des réponses, son corps, son apparence, sa voix, même les ondes qu'il dégage, bienveillance, froideur, malveillance, etc. Est-ce que c'est ça enfin, avez-vous travaillé sur ces questions? Et deuxième question, seconde question plutôt, comment remettre l'agent conversationnel à sa place dans ces cas-là? Bon, j'aime beaucoup ces questions, merci beaucoup. Là, j'ai parlé de biais d'autorité, c'est-à-dire qu'il venait faire des tests avec des robots et d'un seul coup, cette machine proposait des choses peut-être à laquelle il ne s'attendait pas. Et c'était aussi, et on a remarqué aussi que c'est plus simple de s'adresser à ChatGPT que d'aller régler ses problèmes de couple, si je fais le parallèle. Donc on va plutôt préférer, j'ai l'impression que les citoyens sont partis sur cette idée qu'ils vont trouver des solutions grâce à cette machine et en le considérant comme une espèce de psy. Alors effectivement, l'interaction avec un humain est toujours plus complexe qu'avec une machine. Donc on nous dit elle ne juge pas, elle est neutre. Alors d'abord elle n'est pas neutre. Elle ne juge pas, ça dépend ce qu'on a mis comme morale à l'intérieur de cette machine et donc c'est lié aux données. Donc il y a tout un tas de mythes à déconstruire. Et puis il faut se rendre compte qu'effectivement entre humains on a un jugement différent. On va écouter les silences. On va, si vous allez sur la psychanalyse ou la psychiatrie, vous vous rendez compte qu'on prend énormément de signaux en compte que la machine ne prend pas en compte. Et puis si juste je regarde d'un point de vue pragmatique, quand je m'adresse à quelqu'un, je lui dis bonjour, on répond bonjour, donc je regarde qui c'est en face et comment était son bonjour, et quel temps fait-il fait partie de la même chose. C'est-à-dire qu'on a une petite introduction dialogique pour comprendre quel est l'agresseur en face de nous. Donc je pense qu'on a besoin de parler, de démystifier tout ça. Je pense que l'intelligence artificielle peut révéler aussi ce que nous sommes et nos problèmes de prise de parole, parce que justement on a ces espèces de recul vis-à-vis de l'autre qu'on peut peut-être mieux comprendre grâce aux IA. Alors je ne suis pas que positive, vous l'avez compris, mais comment les remettre à leur place, c'est encore une fois l'éducation. Si je désosse ces machines et que je montre qu'elles peuvent être sympas, drôles, vulgaires ou n'importe quoi en les changeant un peu et que les enfants puissent jouer avec, ils vont comprendre que c'est des outils, même si ce sont pour moi plus que des outils parce qu'elles ont des impacts non négligeables, et ça n'a rien à voir avec... On compare toujours avec l'écriture, l'imprimerie, je suis désolée, ça n'a rien à voir. L'écriture nous a permis de faire des choses collectivement, c'est-à-dire qu'on a partagé des connaissances. L'imprimerie aussi de faire des règles, de produire du droit et de réfléchir ensemble. L'IA, c'est une fausse mise en commun, quelque part. Puisque ce n'est pas nous qui permettons à la machine de mettre en commun les connaissances et que c'est elle qui les recalcule à partir d'entités qui ne sont même pas des mots. Donc nous sommes devant un algorithme puissant parce qu'il régénère, mais qui, dans son intériorité, n'a rien du type raisonnement cognitif. Donc c'est vraiment pour moi, la démystification de ces objets passant par des expérimentations simples. Quand j'ai entendu l'État dire, voilà, on va aller parler au café IA, etc., on est très sur la surface. On parle des prompts, on ne parle jamais de l'intériorité de cette machine. Là, ce que j'ai vu comme nouveau domaine qui arrive dans les sciences cognitives, ce sont les cognitions des machines. Non pas cognition en termes d'humain, c'est encore une métaphore, mais comment ça permet de générer quelque chose qui nous paraît sensé. Bon, comme l'éducation est très important, moi je voulais avoir... peut-être en quelques mots pour l'un et l'autre, c'est quels sont les avantages que vous voyez dans l'utilisation de l'IA dans l'éducation et quels en sont les inconvénients. Si on devait les résumer en quelques mots, quelles sont les opportunités d'utiliser l'IA? Alors peut-être on peut se concentrer sur l'éducation des plus jeunes, même si l'éducation tout au long de la vie est importante, mais auprès des plus jeunes, quels sont les avantages, mais aussi les dangers de l'utilisation de l'IA en matière éducative? Bon, d'abord, à mon avis, l'utilisation de la parole d'une machine avant que l'enfant ait conscience que ce soit une machine est délétère. Donc on ne peut pas imaginer que le nounours qui va apporter des solutions ou une bienveillance à un enfant peut être
quelque chose d'acceptable. D'autre part, quand on a vu, par exemple, Moxie, c'est un petit robot qui était mis auprès des enfants autistes aux États-Unis. Ce robot, il était censé aider à avoir des petits copains, l'aider à avoir des interactions positives avec ses parents, etc. Cette machine, elle a disparu parce que la boîte a mis la clé sous la porte. Et donc, les enfants ont vécu ça comme une mort, en fait, de leur meilleur ami. Donc, ça a été un drame sur TikTok et sur tous les réseaux sociaux. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ces IA ne sont pas construites actuellement par tous les constructeurs d'objets comme cela, comme ayant un début et une fin. Ils ont rarement un début, on les donne comme ça, ils n'ont pas une prise en main, hein, ils arrivent brutalement dans leur état normal, et ils n'ont jamais une fin. On pourrait imaginer qu'effectivement un robot mis auprès d'un enfant qui a des problèmes de comportement ou de langage soit mis un temps précis. De la même façon, les robots qui simulent quelqu'un d'âgé, si je détourne un peu, et qui seraient des deadbots, hein, qui seraient l'accompagnement du deuil, pareil, le Japon a dit on va mettre un rituel en place et ça durera le temps du deuil et pas plus. Peut-être qu'on a besoin de se donner des rituels autour de l'utilisation de ces objets. Pour revenir ensuite aux plus jeunes, il y a une curiosité à avoir, hein, et ces objets nous permettent de faire des bons. Je pense que ça peut aider à apprendre les mathématiques autrement. La physique aussi, à imaginer beaucoup plus ce qu'on pourrait en faire, à comprendre mieux que la science est un développement qui prend essence. Il faut absolument que la science devienne centrale. Et j'entends le contraire partout. C'est horrible, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la méthodologie scientifique d'expérimentation soit connue par tous dès le plus jeune âge. On avait la main à la pâte qui faisait ça avec l'électricité et l'eau. Or, il y a un plafond de verre. Toutes les écoles n'utilisent pas. Si vous êtes au fin fond du Clermont-Ferrand, enfin d'un endroit où il y a moins d'écoles, vous aurez peut-être la chance d'avoir la main à la pâte. Si vous êtes à Paris, dans les écoles publiques, vous aurez très peu de chance d'avoir la main à la pâte. Donc, prenons conscience. Moi, j'ai fait des capsules étiquetées IA pour les plus jeunes, à partir donc du CE2, CM1, CM2, enfin on va dire 3e cycle, CM1, CM2, 6e, pour démystifier, dire ce que c'est que la prise de l'attention, qu'est-ce que c'est que la dopamine. Les enfants savaient beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que j'aurais imaginé, adoraient en parler, c'était collectif, c'est l'idée de montrer un tout petit film et d'avoir quelque chose de clé en main pour le professeur, qui est capable d'avoir toutes les définitions et à chaque point de la vidéo, qu'est-ce qu'on veut apprendre, sur quoi on veut discuter, sans être moralisateur, ni être trop simplificateur. Et cette discussion en classe avec les jeunes enfants à partir de 8 ans, 7 ans, 8 ans, me semble être la meilleure façon d'appréhender les futurs objets qu'ils ont. Et d'abord, les futurs objets, ils les ont dans les mains, ils ont pour beaucoup déjà un téléphone. Donc on veut l'interdire à l'école, et c'est sans doute bien, mais voilà, ils l'auront à la maison, donc il faut quand même apprendre ce que c'est. Et je pense qu'il faut démystifier. Donc c'est l'épistémologie de l'IA, sans parler de morale, mais plus de démystification de ces objets. La dopamine, le fait que l'enfant, au bout d'une heure, ait compris ce que c'était et dise voilà ce que j'ai appris là, c'était que c'est pas de ma faute. Quand ma mère vient et elle me dit on arrête ce jeu, c'est pas de ma faute, c'est parce que l'hormone du bonheur fait que. Donc ce sont peut-être des alibis, mais peut-être des bons alibis pour finalement faire intégrer que ces machines ont un effet sur notre fonctionnement, sur notre esprit cognitif, sur même le ressenti émotionnel, et que il faut mieux le comprendre. Monsieur Patino, sur les avantages, les opportunités à utiliser l'IA à l'école, et puis éventuellement sur ses dangers. Alors, très rapidement, juste pour compléter ce qu'a dit Laurence, parce que je suis d'accord que tant qu'on n'a pas conscience que c'est une machine, il ne faut pas mettre un enfant en lien avec une IA. Juste dire, en fait, il faut bien voir une chose. Le grand souci aujourd'hui en éducation nationale, me semble-t-il, comme à peu près dans les entreprises, c'est ce qu'on appelle le shadow IA, c'est-à-dire vous ne faites pas rentrer l'IA officiellement dans la salle de classe, mais tout le monde l'utilise et tout le monde utilise, pardon de cette expression, fait sa propre tambouille avec son propre IA. Et donc je pense que là, il faut bien voir moi, je peux vous raconter cette anecdote. Il y a, je crois que c'était l'année dernière, à la journée de la presse à l'école, j'avais un amphithéâtre face à moi de 500 élèves environ, venant de classes de tous horizons. Et en réalité, si vous voulez, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que
à un moment, si vous voulez, j'ai posé la question, qui d'entre vous utilise l'IA avec son professeur? Aucune main s'est levée. Et ensuite, j'ai demandé qui d'entre vous utilise l'IA soi-même comme ça, et pratiquement toutes les mains se sont levées. Et les profs étaient assez sidérés en réalité. Donc je pense qu'effectivement, la grande problématique, c'est qu'on ait des gens qui l'utilisent sans le comprendre, ce qu'a dit Laurence. Et donc l'éducation, ça vise à aboutir à la maîtrise de ces outils. Et donc ça ne veut pas dire qu'on les utilise à toutes les sauces. Je pense qu'effectivement, il faut apprendre à la fois ce que c'est, leur nature, leur fonctionnement et leur maîtrise. Mais à partir du moment où on est suffisamment conscient pour savoir ce qu'il en est, parce que Laurence a très justement parlé de Mattel ou des autres fabricants de jouets. Je pourrais vous dire à l'inverse qu'aux États-Unis, dans les EHPAD, de plus en plus, on met des IA face aux personnes en très grande dépendance pour leur assurer, soi-disant, leur quantité de dialogue quotidien. Donc, des deux bouts de la chaîne humaine, si vous voulez dire, on fait prendre en charge la dépendance par les IA, et ça, effectivement, ça me semble totalement délétère. Si je peux rajouter un mot sur cet aspect-là, ce qui m'intéresse d'autant plus, Bruno, que je fais des tests avec des personnes âgées et des IA et des robots. Je pense que c'est différent, puisque justement, ils sont capables de comprendre que c'est une machine. Hein. Et l'apport est très différent, en fait. Et c'est pas forcément délétère, parce qu'on apprend aussi que ne pas parler, être tout seul dans sa chambre, ça ne permet pas de continuer à avoir les mêmes capacités cognitives. Donc le discours qui est avec une machine qui est un peu faux, mais qui peut être aussi médié par une machine avec d'autres personnes, enfin, il y a plein de façons de faire, et donc je fais des travaux en fait sur l'éthique qui serait nécessaire de mettre en place autour du grand âge et de l'utilisation de ces objets. Mais je pense que tu as prononcé le mot central, qui est le mot d'éthique, en fait. Tout dépend de l'éthique d'utilisation qu'on en fait. Tout à fait. Sur le progrès des connaissances de l'homme sur son monde. L'IA est aujourd'hui utilisée par la recherche. Alors parfois, on manque un peu d'interdisciplinarité. Je partage ce point-là avec vous. Est-ce que vous pensez quand même que l'intelligence artificielle nous permet d'aller vers ce chemin de progrès des connaissances? Ou alors, si nous n'arrivons pas à nous assurer un petit peu de l'éthique, pour le mot que vous avez utilisé tous deux, à une attrition des connaissances? Est-ce que nous pourrions aller jusqu'à avoir une disparition de connaissances alors que les uns et les autres, durant les siècles, on a pu connaître des choses, c'est notamment le cas pour la science. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur la création de nouvelles connaissances ou alors plus que vigilant sur la disparition des connaissances et l'avènement éventuellement des fausses connaissances? Progrès ou recul? Alors vous avez raison de dire qu'on est sur un progrès et un recul en même temps. Je vois d'énormes progrès possibles quand on parle de science avec des scientifiques, mais je vois que dans la société, la science est mise à mal un peu partout. J'entends même des discours assez extrémistes disant que finalement, à laisser les experts décider, on n'est plus démocratique. Hein. Alors qu'on se rend bien compte que la démocratie en ce moment, qu'est-ce que c'est? Ce sont des IA qui viennent vous demander, enfin vous dire pour qui voter demain, si je vais à l'extrême. Donc on a un vrai sujet en fait de démocratie aussi. Je crois que c'est une fausse bonne idée de dire que, enfin de mettre ces deux notions en opposition. Bien sûr que la démocratie existe mieux si on est plus à même de comprendre la science ou en tout cas les avancées scientifiques possibles, sans devenir un scientifique soi-même, mais en tout cas respecter le fait que voilà, les personnes ont donné toute leur vie pour travailler sur un sujet et qu'on peut leur faire confiance et que la science change aussi parce qu'on apprend de plus en plus et qu'on peut modifier des connaissances qui existaient avant. Je pense que ça aussi, ça fait partie de l'éducation de demain, nécessaire pour accompagner en fait ces changements. Si on n'accompagne pas plus et qu'on n'est pas plus, comment dire, fier finalement de ce qu'on peut arriver à trouver
comme nouvelle façon de faire un vaccin plus rapidement ou nouvelle compréhension d'une maladie qui est un cancer qui est lié finalement au biotope dans lequel la personne vit et non pas sa façon à elle de vivre. Je pense que ça ne sera pas éthique, quoi. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va par bêtise, on va passer à côté d'une meilleure compréhension de ce que nous sommes, de la façon dont nous vivons ensemble et la façon dont nous devons respecter la nature. Je crois que l'écologie revient à grands pas. Je n'ai pas dit qu'on allait tout régler avec de l'IA. Loin de moi cette façon d'en parler. Mais par contre, le fait de quantifier combien ça coûte aussi, de mettre ChatGPT dans les mains de tout le monde, ça me paraît mais d'une évidence. Je veux dire, quand est-ce que quelqu'un va se réveiller? Alors évidemment, on ne l'attend pas des États-Unis, ni de la Russie, ni de la Chine en ce moment, mais est-ce que l'Europe pourrait avoir un message de calculer quel est le coût de ChatGPT? On dit en général, c'est 10 fois plus qu'une requête Google, déjà sur Internet. Mais lorsque quelqu'un refait sa salle de bain 20 fois en faisant des images et recommence, est-ce que c'est pas du gâchis total ce qu'on est en train de faire, alors qu'on peut amener des connaissances scientifiques? Alors, c'est ce discours-là que moi j'entends jamais, quasiment. On n'entend que les extrêmes. Les réseaux sociaux, fondamentalement, et l'information maintenant jouent, à mon avis, aux apprentis sorciers, à chaque fois en appuyant sur la bombe, plutôt que de rappeler la raison à chacun. Il me semble que... Voilà, je suis pessimiste sur l'humain qui n'est plus capable de raisonner. Donc la seule façon pour moi de s'en sortir, c'est de massifier une formation, une éducation pour tous, mais réellement, en ayant cet esprit collectif. C'est en collectif qu'on fait des choses, pas tout seul face à une machine. Et donc le collectif, c'est son intelligence que je voudrais appeler partout à comprendre ce qu'elle y a. Et comme je disais tout à l'heure, quand même, il y a un point qui est vraiment important. L'IA n'est pas une intelligence collective de nous-mêmes. Elle choisit. Je prends un petit bout à machin, je prends un petit bout là, et je recompose. Donc ce n'est pas du collectif en tant qu'humain. C'est un faux collectif. Donc ça, il faudrait le dire partout. C'est un des aspects fondamentaux qui fait que ces machines vont de temps en temps nous raconter n'importe quoi. Monsieur le Président d'Arte, voilà un beau sujet, non? Une éducation de masse à l'IA par les médias. Oui, ça oui, et de toute façon, vous savez, nous, on a toujours essayé de le faire à ce niveau-là, c'est-à-dire que Laurence de Villers parlait de dopamine tout à l'heure, vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu cette série maintenant, il y a presque 6 ans ou 7 ans sur Arte qui s'appelait Dopamine. On en a fait 3 saisons d'ailleurs qui ont eu beaucoup de succès pour essayer effectivement de mettre dans les mains des plus jeunes des outils leur permettant de comprendre ce qui se passait. De la même façon, on est en train de faire ça, on est en train d'explorer les deux versants de l'IA, si vous voulez, le versant créatif avec un magazine qui s'appelle Fantasia, évidemment se mettant en IA à la fin pour essayer d'explorer ce champ de créatif et puis en même temps de rentrer comme d'habitude dans la mécanique de la machine, parce que, encore une fois, moi, ce qui me... c'est le fameux paradoxe, toujours le paradoxe de Polanyi, qu'on utilise des systèmes sans les comprendre. Évidemment, avec l'IA, c'est le cas, et on fait partie des gens, comme vous, je pense, qui pensent que déjà, comprendre comment fonctionne un système, c'est déjà commencer à le maîtriser en réalité, parce que c'est en comprendre les limites. Sur la question de l'extension du savoir, moi, je ne suis pas compétent dans le domaine de la recherche scientifique, donc j'allais dire, comme au Café du Commerce, je vois bien tout ce que peut amener l'IA en termes de puissance de calcul, d'acquisition de savoir. En même temps, si vous voulez, là où c'est plus mon métier, c'est encore une fois sur la transmission et le partage de ce savoir ou de cette information. Et là, encore une fois, ce qui a été dit tout à l'heure, d'ailleurs, et par Laurence de Villers en particulier, c'est-à-dire que moi, ce qui me pose problème comme, j'allais dire, comme héritier de la société gutenbergienne, c'est que maintenant, on est sur des outils qui ne sont jamais collectifs en réalité. C'est-à-dire ce qui se produisent n'est jamais
publié au sens mais mis en publicité, c'est-à-dire mis en accès au public. Et je pense qu'on n'en maîtrise pas encore toutes les implications d'un point de vue informationnel. Jusqu'à présent, on a parlé de bulles cognitives, hein, mais les bulles, au moins, ça rassemblait plusieurs personnes. Alors, ça a fragmenté nos collectivités en plusieurs fragments, mais si j'ose dire, au moins, les fragments étaient des micro-collectivités. Qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où l'unité de base devient l'individu, en fait? Et je pense que d'un point de vue informationnel, cette idée qui, moi, m'a toujours paru, depuis que je fais du numérique, et on en a souvent parlé avec la députée Calvez, c'est-à-dire le fait que l'information, par principe, ça s'adresse au public. Et c'est ce qui permet au public d'exercer son rôle de citoyen. Qu'est-ce qui se passe quand ce public n'est plus limité qu'à un individu et qu'on n'a aucune façon de savoir comment c'est, entre guillemets, informé votre voisin immédiat de palier? Je pense que, pardon, je vais être un peu vulgaire, mais on a aimé les bulles de filtre, on va adorer ce que vont nous faire les IA d'un point de vue informationnel. Et il en est de même, si vous voulez, pour les œuvres culturelles et de l'esprit. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où, à la limite, je peux avoir ma propre chanson, mon propre version, ma propre vidéo, ma propre histoire? Qu'est-ce qu'on va partager collectivement? Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, je pense que les IA comme élément de fragmentation de l'espace public, alors là, on parle évidemment des agents d'IA, hein, avec lesquels, mais encore une fois, leur adoption se fait à vitesse grand V, et surtout dans les statistiques qu'on a aujourd'hui, les gens ne reviennent jamais en arrière. Donc, mon hypothèse, hein, c'est que le mouvement de fragmentation va encore s'accélérer, ce qu'on a créé ça. Et s'il se crée pour l'information, s'il se crée pour la culture, je ne vois pas comment il ne se créerait pas pour la connaissance, en réalité. C'est-à-dire que, mais encore une fois, je ne suis pas compétent, donc je prends mon joker, comme on disait autrefois, sur ce domaine-là, mais intuitivement, on peut penser que si la fragmentation augmente dans les domaines de l'information, de la culture, du divertissement, je ne vois pas comment il n'en serait pas de même dans la fonction de la connaissance. On rigole, entre guillemets, de la compétition en ce moment entre Wikipédia et Grokidia. Vous savez, le Wikipédia fait grâce à Grok, l'intelligence artificielle de X, qui d'ailleurs se nourrit de Wikipédia pour en donner sa version idéologisée. Mais ça nous dit quelque chose de ce que peut devenir la connaissance en réalité collective dans un futur proche. Imaginez que nous ayons tous des IA qui soient très fortement biaisées, j'allais dire, de façon idéologique, et que vous ayez une version de Wikipédia, si j'ose dire, idéologisée par personne, et que l'IA, sur son modèle économique, je ne parle même pas d'un biais idéologique, que sur son modèle économique, veuille vous faire plaisir. Simplement pour que vous renouveliez l'abonnement, ou pour qu'à un autre moment, si c'est un modèle publicitaire, vous y passiez plus de temps. Et donc commence à modeler tout ce savoir encyclopédique de façon à vous le rendre plaisant. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de connaissances partagées? Je trouve ça un peu vertigineux, encore une fois, sur ces conséquences-là. Quand bien même, encore une fois, on parle de dispositifs technologiques faiblement avancés, ça n'est évidemment ni du savoir ni de la connaissance, et ces outils-là ne savent pas. Mais on a tendance, de la même façon que tout à l'heure, Laurence disait qu'on a tendance à les écouter, on a tendance, dans les domaines qui sont les miens, à leur faire confiance. Vous savez, je reviens en arrière, au tout début, pardon, hein, mais au tout début du numérique, puisque moi j'ai hélas l'âge d'en avoir fait à partir des années 99 et 2000, on était tous sidérés quand se sont apparus les forums d'utilisateurs. On était tous sidérés que, dans l'ensemble, les internautes faisaient plus confiance à des anonymes, quelqu'un qui s'appellerait Toto27 sur un forum utilisateur, qu'à un journaliste spécialisé dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de tout ce que vous voulez. Ça nous a toujours semblé vertigineux. Moi, je n'avais pas les compétences scientifiques pour pouvoir l'expliquer, mais en tout cas le constater. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que de plus en plus, une partie de la confiance qui pouvait être accordée aux médias, dans lesquels les gens ne font plus beaucoup confiance, s'est transférée sur des outils, pourtant qu'on ne comprend pas. Oui, oui, bah, je reviens à mon problème d'éducation et de formation
global de la population. Je crois qu'on n'a pas compris en Europe les risques à ce niveau-là de manipulation, ce qui est pour moi le premier sujet. Puisqu'en fait, on a vu en Asie énormément d'enfants partir faire au moins du numérique. Alors je ne sais pas si on leur apprend l'épistémologie du numérique, j'en doute, mais peut-être que si quand même. Mais à force en tout cas de manipuler les codes, ils savent que ce n'est pas magique. Et ils savent très bien aussi que c'est censuré. Donc ils ont des notions peut-être beaucoup plus... Alors ils le subissent, mais ils ont des notions beaucoup plus fines que nous, que nos enfants et que la plupart des citoyens qui l'utilisent sans se poser de questions sur l'influence en fait de ces objets. Et ça, je crois que c'est majeur. Donc il faudrait qu'on ait des programmes expliquant... alors à chaque fois qu'on en voit quelque chose un peu négatif comme ça, les populations en général le prennent mal ou c'est mal interprété. Je ne sais pas comment on fait pour faire passer ça. Peut-être que Bruno Patino sait. Mais faire monter la compréhension de la manipulation est un sujet très complexe. Le nudge a souvent été utilisé par les gouvernements pour essayer de contrecarrer, c'est-à-dire implicitement, sans qu'on ait un discours transparent, on puisse faire comprendre des choses. Mais je ne sais pas si c'est une bonne solution non plus. En fait, l'inquiétude que je vois, et je le vois aussi dans des milieux religieux, donc ce qui me donne des frissons aussi, c'est-à-dire que le fait d'ébranler la science en disant qu'elle est délétère pour la démocratie me fait froid dans le dos. Je ne sais pas si vous entendez ce discours. Oui, à bon droit, je pense. Très bien, nous nous acheminons vers la fin de notre échange conversationnel, pour le coup. Ça a été très intéressant, très, très enrichissant, vraiment. Pour ma part, je retirais, puisque je suis plutôt tourné vers les questions éducatives, sans évidemment en rien négliger les questions culturelles, mais l'idée de soulever le capot de la machine, moi, me séduit bien. Et l'idée d'expliquer comment ça fonctionne, comment c'est fabriqué, comment ça fonctionne au plus grand nombre, aussi c'est ce qu'ont fait les Finlandais, je pense, enfin, ils ont commencé à le faire, ce que font d'autres pays, et je crois qu'il y aurait là, effectivement, pour les pouvoirs publics, une piste intéressante, comme celle de l'Observatoire mixte. Oui, les deux, exactement, les deux, mon colonel. Et je pense que ce sont des idées que nous pouvons retenir. En tout cas, en notre nom à tous, je vous remercie beaucoup pour la qualité de nos échanges. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.